Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là, toujours fidèles à notre programme et en tout cas très heureuse de vous retrouver comme chaque mercredi et jeudi. Nous aurons aujourd'hui le plaisir de faire une belle escale littéraire avec deux plateaux consacrés à la littérature aujourd'hui. Nous recevrons Nadia Sepri pour bien sûr nous parler de cette rencontre littéraire, ce café littéraire qui aura lieu ce samedi au Cercle France Fanon. Elle viendra surtout parler de littérature et surtout revenir sur les derniers nés, bien sûr, de la littérature algérienne, sans oublier, bien sûr, sa revue livresque. Nous aurons également à faire un gros plan sur un ouvrage qui va nous replonger dans l'histoire de la guerre de libération, mais pas que, surtout l'histoire du vécu d'un militant algérien. Il s'agit de Alaoua Daksi, qui vient de sortir son tout dernier ouvrage, en tout cas un beau roman et histoire à travers son parcours et son riche parcours. Vous allez le découvrir tout à l'heure avec nous sur le plateau, lui qui a donc décidé de se livrer carrément au lecteur. Il a intitulé cela « À cœur ouvert ». Daksi à cœur ouvert. Nous ferons donc connaissance avec l'auteur et surtout à travers son parcours, son riche parcours. Nous aurons également à ouvrir une page lutte biologique avec nos invités qui nous viennent donc de Palestro pour nous parler de ce centre technique de l'agriculture spécialisé dans la formation, la spécialisée dans l'agriculture bien sûr. Nous allons donc évoquer avec eux la lutte biologique sur notre plateau à travers aussi un reportage qui a été réalisé par Samia Bouharour. Nous aurons également à parler aussi de la saison estivale avec bien entendu les éboueurs de la mer qui reviennent cette année. Un peu tardivement, mais on en saura plus à travers l'opération qui est menée aussi par la radio algérienne, Radio Chaîne 3, conjointement avec les animateurs aussi qui seront en direct sur place pour cette grande opération le 30 juin à partir de 9 h du matin. On terminera l'émission avec aussi un réalisateur qui viendra nous présenter son produit. Il s'agit donc cette fois-ci d'un produit consacré à la prévention surtout et lutter contre l'émigration et surtout lutter contre cette forme de harga, comme on appelle aujourd'hui communément. Donc, prendre des risques à travers donc, ces différents voyages, qu'on appelle les haragas. Donc, voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Et puis, sans plus tarder, on va retrouver Mina Habed pour la météo tout de suite. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Parfait, il va faire beau. Il va faire chaud surtout. Comme d'habitude, enfin, cette semaine, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre un peu plus par rapport à hier. Ouh là là. Oui. Le mercure va encore grimper. On va encore grimper, exactement. Donc, on vous écoute. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, du soleil, bien sûr, sur l'ensemble des régions nord. On notera quelques petits nuages vers l'intérieur. Centre à partir de cet après-midi. Sur les régions sahariennes, le ciel restera voilé. Sur la Saoura, le nord Sahara, voilé, parfois nuageux, vers l'extrême sud, le Hogar et le Tassili. Un ciel dégagé sur le Sahara central, le Sahara oriental ou encore les oasis. Les températures de cet après-midi, on notera une hausse du mercure avec 40 degrés à Bouiram Silla, on notera 31 degrés à Alger, 33 degrés à Tizi Ouzou, 34 degrés à Tiaret Al Bayad, Naama 36 à Constantine ainsi qu'à Sétif Galma. 40 degrés à Ghardaya ainsi qu'à Hassim Saoud, 42 degrés à Elizi, 47 ce sera la maximale à Adrar Ain Salah et enfin 44 degrés à Borj Beti Moukhtar et Ain Gazzam. On passe tout de suite à l'Europe. Aujourd'hui, on notera un petit peu de tout. Du soleil à Paris, Bordeaux, Madrid, Marseille, un ciel plutôt nuageux. À Lisbonne, Berlin, on notera un petit peu de pluie. À Prague, Budapest, Varsovie, des orages à Bucarest. Côté mercure, on notera 23 degrés à Londres, 23 également à Dublin, 31 degrés à Bordeaux, 28 à Paris, Marseille, 24 à Berne, 27 à Berlin, 22 degrés à Prague, 23 degrés à Varsovie et enfin 28 à Athènes. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, le www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Merci beaucoup Mina. Merci à vous. À tout à l'heure pour votre bulletin météo. On va vous laisser repartir avec une belle chanson. Vous l'avez sûrement fredonnée. Day
Anna Jazairi. Oui. Ah oui, oui. On l'a tous fredonné un jour ou l'autre. Exactement. On a vraiment aimé cette mélodie qui était très entraînante, en tout cas qui nous fait voyager à travers aussi les belles régions d'Algérie. Bonne journée à vous, Bonne Mina. journée. Et puis on offre cette belle chanson, Anna Jazairi. On se retrouve juste après. Voilà, je vous avais promis une belle chanson qui vous réveille le matin et qui vous donne aussi encore envie de faire ce parcours avec nous, en tout cas jusqu'à 9h30, et présenter, voire faire connaissance avec nos invités. On a aujourd'hui le plaisir de vous présenter un parcours et surtout un personnage et aussi un auteur, et pas des moindres, lui qui a voulu mettre sur papier son parcours et surtout son vécu et son amour et son attachement à l'Algérie. Eh bien, il est avec nous, Monsieur Alaoua Daxi, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Allah yabarak fik, yaïchk. C'est en tout cas un plaisir de vous recevoir. C'est réciproque et je vous remercie de m'avoir invité. Voilà, alors vraiment ça a été pour vous l'occasion de mettre à nu un petit peu tout votre parcours et vos sentiments surtout. C'est exact. Vous savez, l'éditeur a mis dans ma carte auteur. En réalité, je ne suis pas un auteur. Oui. J'ai écrit comme ça par hasard. C'était le 1er novembre 2013. Oui. J'étais chez moi. Exactement. Et l'anniversaire du 1er novembre, une date extraordinaire. Et je voyais
des gerbes de fleurs au cimetière, Fatiha, puis c'était terminé. C'était terminé, c'était tout simple. Et ça vous a ému parce que... Ça m'a ému parce que j'ai fait la comparaison avec le 14 juillet en France, la fête d'indépendance aux États-Unis, des fêtes extraordinaires, les gens qui sont gays, qui dansent, qui tout. Alors là, j'ai commencé un peu à écrire. Ouais. Cette date très importante pour tous les Algériens, très forte en symbolique surtout, avec bien sûr tant de souvenirs tristes, mais aussi beaucoup de souvenirs de camaraderie, bien sûr, de combats et de dur parcours qui a emmené l'Algérie à son indépendance. C'est exact. D'ailleurs, c'est très simple. Moi, je me rappelle une chose, c'est... avoir dit depuis le 1er novembre 1954, je ne végète plus, j'existe, je vis, c'est ce que vous avez je dit suis au dans tribunal. ce box. C'est ce que j'ai dit lors de mon procès du réseau Janson. Et quelques années après l'indépendance, j'ai dit depuis, malheureusement, je n'existe plus, je végète dans mon pays que je crois bien. Oui, bien sûr, c'est en tout cas un appel du cœur que vous avez lancé à tous les Algériens à travers cet ouvrage. C'est exact. Puisque vous racontez votre enfance, votre vécu, votre ville natale qui est Constantine. C'est exact. Et surtout cet attachement à la famille. C'est exact. Enfin, l'attachement... Vous commencez par ça. Hein. La famille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vais commencer par mes grands-parents. Moi, je sais que mes deux grands-pères paternels, Haj Mohamed Ben Daks, parce que mon vrai nom, ce n'est pas Daksi, c'est Ben Daks, ce n'est même pas Ben Daks, c'est Ben Zaïd. Et si on va plus loin, c'est Abba Fars al-Hassani Idrissi. Voilà. Alors j'ai bien aimé l'anecdote que vous avez racontée justement sur cette généalogie qui a fini par disparaître malheureusement, qui était donc une généalogie très bien, donc l'arbre généalogique de la famille qui était bien conservé dans la bibliothèque, soigneusement conservé, mais qui faisait rager très souvent votre maman et surtout votre père qui ricanait souvent de l'origine un petit peu de votre maman. Ma mère, ma mère était d'origine kurde, turque, elle est de Diyarbakir et Kouroghli. Alors que mon père, Allah yarhamou, s'enorgueillissait, احنا شرفة, احنا من دريس الرسول عليه الصلاة والسلام كذا, وانتي حاشاكم وحاشا اختاركم خراغنا, au lieu de dire Kouroghli. Alors un jour, mon frère Abdelkarim avait entendu ça, il a vu ma mère pleurer, et il a été prendre le Shajara, il a tout détruit, il a déchiré. C'est dommage. C'est dommage, c'est la vie. Mais voilà, ça avait fait de la peine à votre frère donc de voir votre maman pleurer comme ça. Il s'est dit voilà. C'est vrai. Et c'est comme ça que l'arbre généalogique a disparu. Ça, c'est votre maman, Allah yarhamha, avec son frère. Allah yarhamha, oui, c'est ma mère avec mon frère Mustafa, c'est mon frère aîné. Frère, voilà. Ma mère était une dame très courageuse, elle a supporté beaucoup de choses. Ses enfants, tous étaient emprisonnés, absents. Je prends le cas de Zouber, qui a fait 9 ans de prison. Elle était en 45, en 47. Ça, c'est votre grand-mère. C'est ma grand-mère, d'ailleurs, Ben Daks. Tous mes parents, mes oncles Ben Daks, mes grands-mères Ben Daks, mes cousins, cousines, tout le monde Ben Daks, à part mon père Daksi. Il y a eu une erreur lorsqu'il est né en 1895, une erreur à la commune. Mais j'aimerais parler de la famille. D'abord, mon père. Mon père était considéré, vous savez, en Algérie, le peuple avait tellement faim que ceux qui mangeaient à leur faim étaient considérés comme bourgeois. Donc nous étions considérés comme bourgeois parce qu'on mangeait à notre faim. Donc là, et votre père était très connu justement dans la région, et d'ailleurs c'est un peu grâce à ça que vous aviez un peu plus par rapport aux autres. Ça ne l'a pas empêché d'être très généreux autour de lui, d'ailleurs. C'est exact. Mon père était PPA MTLD. Compte tenu de disons, la bourgeoisie était en général du côté de Farhat Abbas, Ben Jelloul, Andena, Constantine. Mon père était PPA MTLD, et là je l'ai su, j'étais jeune, j'avais 9 ans, parce que c'était en 47. Mon frère Zouber est sorti de prison. Mon oncle, mon grand-oncle maternel, il n'était pas content d'ailleurs. L'avait vu, il est venu nous rendre visite. Voyant ma mère, pleurer,
il a commencé à l'engueuler, à l'invectiver. Regarde ce que tu fais à ta mère, à tes parents, tu les fais pleurer. Alors mon père lui a dit non, je ne pleure pas. Oui. S'il avait été emprisonné pour vol ou pour larcin ou pour quelque chose comme ça, là j'aurais pleuré de sang. Mais là, il a fait son devoir, je n'ai pas à pleurer. Et c'est là que vous avez constaté que votre père était pour la cause très fortement. C'est là où j'ai compris que mon père était pour l'indépendance de l'Algérie. Il y a d'autres faits également. Mon père était malade et il ne sortait pas de la maison. Et il m'envoyait chaque fois qu'il y avait des militants, j'allais dire du FLN, des militants du PPA-MTLD, tels que Mustafa Chouki, Abdelrahman Kiwan, Ahmed Bouda en arabe, Messali également, qui a malheureusement changé. Il m'envoyait les écouter, je revenais, je lui raconte les histoires et là il me donnait un peu de trucs. Un peu d'argent. Oui. Un autre facteur aussi très important, c'est la vente des journaux. À 9 ans, je vendais l'Algérie libre, le Maghreb l'Arabie, et j'étais le meilleur vendeur de journaux. Il y avait des gars qui avaient à l'époque minimum 20 ans, 22 ans, des aînés. Il y avait entre autres Abdelmalek Ramadan, c'est le premier shahid en Algérie qui vendait. Je vendais beaucoup plus que Ken Sichrif Zadi, un vieux militant qui nous distribuait des journaux. Je ne vendais aucun journal. Je prenais le double des autres. Enfin, les facteurs, il y avait plusieurs facteurs. D'abord, je m'habillais en kchef, il y a des couleurs. Vous avez toujours rendu hommage justement aux scouts musulmans. C'est ça, en kchef. Ma famille était connue, donc les commerçants, beaucoup de Shonandé. Et les journaux qui restaient, mon père allait dans des moîtes, il me les payait. Et il est distribué à ceux aux autres. C'est quelqu'un de bien. Justement, vous parlez beaucoup donc, de vos parents, de cet attachement, de la fratrie aussi, qui était aussi très importante, et l'hommage que vous rendez aussi à vos frères, qui étaient plus âgés que vous, et qui ont très vite aussi compris la cause de l'Algérie et du combat des Algériens pour leur indépendance. C'est exact. J'ai parlé de mon frère Zuber, 9 ans de prison, il était conseiller municipal MTLD. Mes frères Mustafa, Mohamed D'ailleurs, cette photo, on vous voit tous les deux en prison. Les deux, Mohamed Tahar est en prison à Tol, la prison de Tol. Mohamed Tahar et mon frère Mustafa étaient en France avant le début de l'Alexandre, donc ils ont milité en France. Abdeslam a rejoint le maquis en mars-avril 1955. Il aurait pu aller avant. Parce qu'il demandait, dès le 1er novembre, il demandait à mon frère Zuber de l'aider pour rejoindre le maquis. Et ma mère s'opposait. Elle ne sait pas. Elle demandait à son fils aîné de ne pas l'aider. Et alors, comme c'était un grand cycliste, il allait dans les marchés. Enfin un peu partout dans la région de Constantine. Et après, il a rejoint le maquis en mars-avril 1955. Et il est tombé au maquis en 1959. Voilà, quand il avait sa tenue de cycliste. C'est ça, oui. Celle-ci, on ne l'avait pas filmée. C'était juste pour vous montrer justement et rendre hommage à votre frère. Et puis autre chose, ce qui est bien, c'est que tous mes frères, d'ailleurs, mes deux frères, ils avaient confiance en moi. Et ils me disaient avant d'aller au maquis, si je ne rentre pas aujourd'hui, tu diras à ma mère que je suis au maquis. Alors, c'est un beau jour, parce qu'il faut que tout le monde soit à la maison avant minuit. Si je n'arrive pas avant minuit, je suis au maquis. Alors, la première fois, pour Abdeslam, j'ai dit à ma mère, elle était maligne, Allah yarhamha. Elle m'a dit, tu aurais dû me le dire, je n'aurais jamais empêché mon fils de faire son devoir, mais je me serais rassasié de lui, alors lorsque Ahmed m'avait fait la même confidence, j'ai averti ma mère. J'ai dit, elle ne va pas l'empêcher. Et le lendemain, à 6 h du matin, elle s'est allongée dans le couloir. قبل ما تجي يخرج في السقيفة تكسلت قالت تروح للجبل نموت.
Il a rapporté, il m'a traité de tous les noms. Ça, c'était des souvenirs. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur le chapitre famille. Après, bien sûr, il y a eu le chapitre où vous racontez le fameux procès Janson. Oui. Et ça s'est passé, bien sûr, en France. Vous êtes parti, bien sûr, vous avez, ça, je ne l'ai pas dit encore, vous avez rejoint la Fédération de France du FLN. C'est ça, oui. Voilà. C'est-à-dire, je m'excuse, avant de passer au Janson, j'aimerais parler de quelque chose de la famille. Je n'en parle pas dans le livre, mais des trucs assez importants. Ce qui était intéressant de la famille, je prends le cas du printemps. Le printemps, الله يبارك تقسمتنا يتلموا بكل يقطروا الزهر الورد avec les fêtes وكذا في الجزائر يقطروا الياسمين العطرشة. Il y avait des traditions extraordinaires. Très fort. À Sétif, c'était bien sûr le Mbarja, par exemple. واسمه في وقت الابري لي مواسون الفتيل كيفاش يفتلوا كيفاش يلموا ويغنيوا وكذا كلش الصباح البراتيك moi je prends j'avais 3 belles sœurs le matin ma mère se levait à 5 heures du matin avec une des belles filles parce qu'une fois par semaine elle était de service de corvée c'est le rkhsis la préparation du lit وكذا et le principe et on avait après c'est le grand nettoyage c'est ce qu'on appelle les blesses hasna. On ramenait de la ferme des filles qu'on élevait, c'est elles qui faisaient le ménage et tout. Qui faisaient partie de la famille par la suite. Qui faisaient partie de la famille, comme mariés. Malheureusement, on ne les envoyait pas à l'école. C'était une erreur monumentale. C'est vrai. Enfin. C'est vrai, c'est ça en fait qui faisait partie de notre passé. C'était aussi beaucoup de traditions, beaucoup aussi donc de coutumes aussi et de coutumes. Voilà, alors moi, je prends le cas qui rappelait notre attachement aussi. Attachement, après je prends le cas de Ramadan aussi. À Ramadan, on ne pouvait pas manger avant de sortir, de donner à manger aux voisins ou aux passagers. Il y a eu aussi une belle anecdote que vous racontez. Vous jeûniez pendant que les autres qui étaient avec vous en voiture, qu'ils allaient pour une opération, vous n'avez pas, n'avaient pas jeûné. D'accord, c'est vrai. C'était en 47, j'avais 9 ans, c'est vrai, je jeûnais. Je participais. Il faisait chaud. Il faisait chaud. C'est le mois d'août, je crois. Je faisais la campagne pour les élections de 47, pour le MTLD. Mon frère était candidat en qualité de conseiller municipal de Constantine en 47. Et nous étions dans une voiture que nous avait prêtée, c'est Omar Benchikou, que Ben Bella avait insulté comme les gars d'ici d'Alger, ou bêtement, alors que c'est des gars qui cotisaient, chacun a du thé à sa manière, et je voyais des gens pendant du jus de citron. Et ça vous a... nous sommes en mission, une autre fois, Inch'Allah. Je n'ai pas tombé dans l'oreille. Voilà, vous vous êtes très vite abreuvé après. J'avais soif, شربت مويها من بعد رحت لداري par chance ils avaient fait la veille تشوخه مرزايم هذيك تعرفوها مليح du côté de Sétif. ضربتها تخيتها وزدت رحت نكمل la campagne électorale تاعي حلوه هذيك. Voilà, alors c'est des anecdotes que vous racontez, tout plein de souvenirs et tout plein d'émotions surtout. Et le chapitre que je vous ai dit, donc c'est ce chapitre très important sur le procès Janson, qui est vraiment un procès où vous êtes tous des acteurs. Alors vous racontez cela comme des actes donc de pièces théâtrales. C'est exact. Et j'ai bien aimé ce côté que vous avez donc comparé avec les pièces théâtrales. C'est exact. Premier acte, deuxième acte. C'est vrai, premier acte, bien sûr, c'est la présentation des détenus, des avocats. Après, c'est le procureur qui, pendant plusieurs jours, ne faisait que nous insulter. Les avocats, la décision. Bien sûr, et l'imposant avocat de l'époque, Jacques Vergès. Jacques Vergès, Bouabdallah, Oussaddiq, on avait des avocats extraordinaires. Et bien sûr, sur le banc des accusés, il y avait des militants français aux côtés des militants algériens. C'est exact, voilà. C'est exact. Très courageux, qui avaient pris aussi le combat de l'Algérie. Vous savez, c'était des militants, enfin de toute obédience. Il y avait des communistes, des socialistes, des gens religieux, mais ils avaient tous quitté leur parti parce que ce soit les communistes, que ce soit les socialistes, Guy Mollet
avait donné son accord de 56, la loi pour doucement. Les communistes ne reconnaissaient pas la lutte de l'Algérie. C'est un État en construction. Donc, ce sont des gens qui ont démissionné de leur parti et qui ont aidé les Algériens. Roland Dumas aussi qui était présent. Roland Dumas, oui. Roland Dumas. Halimi qui est parti par la suite, oui, c'est dommage. Exactement. Halimi, c'est dommage, c'était une avocate extraordinaire, Halimi, mais elle était contre la procédure. Et c'est une erreur de sa part. La procédure a montré pas mal de choses. D'ailleurs, c'est expliqué par PJU. Oui. Vous avez très bien expliqué justement ce procès et les différents actes aussi de ce procès, avec beaucoup aussi d'émotions lors du procès. C'est exact. Et là, vous avez donc vous vous êtes levé alors que donc il y avait le silence dans la cour devant donc le président de cour, bien sûr, et vous avez dit votre phrase. Voilà, je vis aujourd'hui, je ne végète plus. C'est exact, c'est exact. Et on vous a le président du tribunal vous a donc demandé de sortir puisque vous gêniez. Oui, non, là, il m'avait demandé de sortir lorsque j'ai demandé une minute de silence. Ah oui, pour les Moudjahidines. Il y avait des manifestations, les gars de la droite, les extrémistes manifestaient et tout. Et il y avait des juges, des membres du jury qui étaient complices avec les gars de droite, comme le FN maintenant. Bien sûr. Alors je me suis levé et j'ai demandé une minute de silence. Le président m'a dit « sortez-le, sortez-le ». Il a dit « mais monsieur, il a demandé une minute de silence, il n'a pas crié ». Enfin, Maître Bouvillard. Voilà, alors tout est raconté. Alors vous citez bien sûr ce tribunal de Cherche-Midi qui se trouve donc en France et qui aujourd'hui, vous êtes retourné sur les traces de ce fameux tribunal. Ce tribunal qui a énormément d'histoire puisque c'était une ancienne chapelle. Une ancienne chapelle, il y a eu le procès de Dreyfus aussi. Oui, célèbre Victor Hugo, le mariage de Victor Hugo là-bas. Mariage de Victor Hugo. On apprend beaucoup de choses à travers votre ouvrage. Et là, dernièrement, vous êtes retourné sur les lieux et c'est devenu un centre scientifique d'ailleurs. Un centre scientifique et c'est un bel immeuble alors que c'était une carcasse, c'était vraiment dégueulasse. Tout était prison sale. Militaire, oui. Tout était sale, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a une stèle qui est édifiée à l'intérieur, vous l'avez lu. C'est vrai, pour des jeunes lycéens et étudiants qui étaient harcelés par des Allemands. C'est ça, incarcérés. Et donc, vous racontez un petit peu donc, ce parcours et surtout cette page de l'histoire parce que justement les porteurs de valises ont énormément aidé l'Algérie pour son indépendance. C'est exact, mais ce qui est dommage, personne n'en parle. Personne n'en parle. Moi, je prends le cas de Johnson, Chartres, Mondouze, André Mondouze, oui. Tous ces gens-là ont été complètement ignorés. On leur a rendu hommage, André Mondouze. Non, après le décès de quelqu'un, dit-elle, est décédé. À travers leur parcours, André. Mais normalement, le nom de boulevard, de rue, d'école. Moi, je prends le cas de QNA. Hélène QNA, celle qui me fait le plus mal au cœur. Hélène QNA, c'est une femme extraordinaire qui nous a aidés, qui est venue par la suite en Algérie, qui a créé des centres de formation et tout, et qui est partie après 65, le coup d'État de 65. Elle est partie. Il y a eu beaucoup justement de militants et surtout français qui ont tout laissé leur patrie pour épouser la cause algérienne. C'est normal. Nous, c'était normal. Au dépend bien sûr on crevait la dèche, on était dans la misère, on nous laissait pas étudier. Il fallait se révolter, le peuple algérien. Le peuple devait se révolter. Mais eux, ils avaient tout. Sur le plan matériel, sur le plan intellectuel. Ils avaient tout. Donc, ils étaient contre la guerre en Algérie. Ils ont plus de mérite. C'est comme, moi je fais toujours la comparaison, je suis né musulman, mes parents sont musulmans, alhamdoulilah. Mais ceux qui deviennent musulmans par réflexion, par des études et tout, alors qu'ils ne l'étaient pas,
à mon avis, ont plus de mérite. Je fais la même comparaison avec ceux qui nous ont aidés. Voilà. Nous, c'était qui étaient de différentes confessions, hein, surtout, et bien toutes les confessions, différentes nationalités. On a eu beaucoup d'Européens. On avait des Juifs, il y avait des catholiques, des chrétiens, des athées, il y avait de tout. Pour eux, c'était tous les pays doivent être libres, et puis c'est tout. Ce qui les intéresse, c'est la démocratie, c'est la liberté. On retrouve aussi le manifeste des 121, donc toute cette liste des Européens et de ceux qui ont épousé aussi la cause algérienne. 121 qui sont devenus par la suite plus de 200. Et des noms extraordinaires, j'ai la liste ici. Vous avez la liste. La liste est 121, mais il y en a encore beaucoup plus. Mais c'est que des intellectuels, des acteurs, des écrivains, des comédiens. Alors, dans ce livre que vous avez intitulé À cœur ouvert, d'Axi à cœur ouvert, vous racontez aussi bien donc, cette période donc, de votre enfance, la famille, Constantine, le côté aussi de militant pour la cause algérienne, bien sûr, et ce côté, surtout ce procès qui a pris énormément donc, de temps. Il y a plusieurs chapitres. Vous racontez aussi votre parcours sportif, parce que c'était un parcours très important. C'est exact. Et donc le sport a beaucoup aussi fait évoluer, fait développer aussi la cause algérienne à travers donc, son parcours, et notamment le handball, puisque vous étiez aussi président de fédération de hand, de basket et volley. Non, c'est-à-dire au départ, j'étais secrétaire général de la Fédération algérienne des sports collectifs. Oui. C'était le basket, le hand et le volley. C'est ça. Pendant 2 ans. Par la suite, les fédérations internationales ont exigé de l'Algérie d'avoir des fédérations distinctes pour chaque discipline, une fédération. Donc, il y avait Dr Bourkaïb qui a repris le volley, Ali Amoura, d'ailleurs un ancien condamné à mort, qui faisait la navette entre Karim et Abban, qui a pris le basket, Allah yarhamhum. Et moi, j'ai pris le hand. Alors que j'étais volleyeur. J'ai fait un peu de hand, mais j'étais surtout volleyeur. Et d'ailleurs, vous avez occupé aussi plusieurs fonctions administratives au sein, après l'indépendance, pas rien que dans le sport. Hein, ça a été donc des postes administratifs. Enfin, vous êtes ex-député aussi. Non, justement, c'est une erreur. Ah, d'accord. Vous faites bien de le signaler. Je n'ai jamais été député. Dans la biographie. Non, je sais. C'est une erreur de l'éditeur et de l'imprimeur. Lorsque j'ai dit j'étais commissaire national adjoint d'Alger, entre parenthèses, du Grand Alger, j'ai mis DPT, département d'Alger, l'ancien département d'Alger qui allait presque jusqu'à Tizi Ouzou, le Snam, moi je suis le département actuel. Et l'éditeur avait compris député. D'accord. Voilà, c'est très bien de corriger en direct. Je n'ai jamais été député. Ah ben voilà, vous avez occupé plusieurs postes. J'ai occupé plusieurs postes. Et ce qui est intéressant, je voudrais vous dire quelque chose. Lorsqu'on occupe, j'étais conseiller à la présidente, membre du cabinet de la présidente. Je suis parti avant la signature. J'ai vu Ben Bella Lahmo qui a engueulé. Au ministère de l'Habitat. J'étais directeur qui a engueulé Tazir Bacha. Ça ne m'a pas plu. Je suis parti. J'étais sous-directeur au ministère de la Construction et de l'Habitat. Directeur général du Paris sportif algérien, membre administrateur de la Banque populaire d'Alger. Et bien sûr, tous ces postes... Il y a un problème, j'aimerais bien le souligner. Lorsqu'on a des responsabilités, on commence à j'avais une méthode extraordinaire. Lorsque je commençais à enfler, نبدا نتنفخ على راه حاجه كبيره نروح الجبانه نروح نطلع الموتى نقرا الفاتحه نتفش نعرف روحي بدي بوسيير دون سات اونيفير ايمونس. سي ان بو ميساج هذاك الوقت مليح العبد يتفش قد ما يطلع يعرف روحو بلي كان معنا واحد في الحبس دايور j'oublierai jamais ça il y avait des gens qui se prenaient pour des grands chefs كذا
Et écoute, si au clan soit placé, on est assis sur son derrière. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir, Monsieur Daxi. C'est réciproque. On aurait bien aimé continuer à parler longuement donc, de votre ouvrage, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir une autre fois et que ça ne sera pas le dernier, puisque vous avez beaucoup de choses à dire encore. Ça sera avec plaisir. Je suis à votre disposition. Et puis rendre hommage à tous ceux qui vous ont accompagné durant votre parcours, notamment à votre maman, Allah yarhamha, et votre épouse. Allah yarhamha. Mon épouse. Nadia, c'était une femme, la photo de Antonio traditionnelle, c'était une femme merveilleuse, ma mère la même chose. Voilà, on a cette photo où on vous voit tous en famille. En famille. من بعد نعرف كنت حبيت نقدر في لا سيرفيس نعرفك on aura l'occasion ان شاء الله parce que malheureusement on n'a pas beaucoup de temps pour la matinale. الله يبارك. Moi je saisis cette quelques jours de l'anniversaire d'indépendance d'Algérie du 3 juillet. Je tiens à saluer, à souhaiter une bonne fête à toute ma famille, à mes amis, à vous tous, à toute la famille de Bonjour l'Algérie, Canal Algérie, à moi-même, merci, et à tous les Algériens. Voilà. Je vous remercie. Merci. Yatik Saha, Monsieur Daxi, Halawa Daxi, je rappelle, qui bien sûr vous donnera toutes ces informations et tout, en tout cas, son riche parcours à travers cet ouvrage dédié bien sûr à tous les Algériens et au-delà même, puisque c'est fait aussi pour tous ceux qui ont épousé la cause algérienne. Merci beaucoup, Monsieur Daxi. Merci à beaucoup. bientôt. Merci, Inch'Allah. On va continuer notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé. Donc on va voir ce reportage sur la bibliothèque principale d'Alger. On se retrouve juste après. De la ville de Constantine, dans le quartier de Bab el-Qantra, une infrastructure imposante. Il s'agit de la bibliothèque principale de lecture de la ville de Constantine. Une belle architecture intérieure, elle nous accueille, un joli décor et puis aussi une touche de modernité. Des salles de lecture bien équipées. Ici, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Déjà, cette bibliothèque, elle est dans le patrimoine. Elle est issue du fin fond de l'histoire. Vous avez trouvé les ruines romaines, il y a les vestiges romains, comme je viens de le dire, et puis ça donne sur des pans, sur des gorges du Rumel. Donc, et puis elle porte le nom d'un grand écrivain algérien qui est M. Natour Rabbi Yarhamou. Donc, on a une responsabilité historique à la fois culturelle. Les jeunes lecteurs dans cette bibliothèque sont bien pris en charge. À côté de la salle de lecture des petits, bien colorée, d'autres salles pour des activités qui peuvent soutenir la lecture, comme cette pièce pour les contes et puis celle-ci pour la calligraphie. C'est la bibliothèque principale de la lecture publique de la wilaya de Constantine. Elle se trouve au centre-ville, ici à Bab el-Qantra, la rue de Roumanie. On est ici au centre-ville depuis le 1er novembre 2017. On est à peu près à 3800 adhérents. Les lieux sont spacieux, un auditorium et là aussi pour les conférences ou les après-midi littéraires. Rappelons que le nombre des bibliothèques principales à travers le territoire national est de 42. Que le savoir soit. Voilà, c'était donc Siham Kennouch et c'était la bibliothèque principale de Constantine. Voilà, on continue sur notre lancée. Nous avons beaucoup parlé littérature ce matin avec notre invité, Halawa Daxi. Bien, on va continuer à en parler avec d'autres auteurs surtout et bien entendu une spécialiste de la littérature algérienne. Il s'agit de Nadia Sepri qui est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Amel. Comment ça va? Ravie de vous rencontrer. C'est gentil, merci beaucoup. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés sur un plateau. Absolument, absolument. Bien que je sais votre attachement pour la littérature algérienne et pas que, bien sûr, la littérature mondiale. D'ailleurs, c'est pourquoi une des seules revues spécialisées pour la critique littéraire existe aujourd'hui en Algérie, Livresque. Livresque, oui. Et puis, je suis aussi ravie de vous annoncer que l'année prochaine, donc 2019, Livresque
va fêter ses 10 ans. Va fêter ses 10 ans avec beaucoup de surprises. Et là, ça a été le challenge parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que Livresque arrive à ses 10 ans. Moi, je m'attendais à tout casser, 2 numéros, 3 numéros, et puis on disparaît, comme toutes les revues littéraires algériennes. C'est très difficile de tenir le cap, absolument, justement. Absolument. Et maintenant, avec les moyens du web, de la toile, etc., d'Internet, pourquoi ne pas opter pour une application Livresque? Pourquoi ne pas opter pour Livresque numérique, abonnement numérique aussi, puisque nous avons des demandes d'abonnement. Et tout cela, ça va se faire en 2019. Pourquoi 2019? D'abord parce que c'est 10 ans, donc on est âgé, Livresque est âgé, c'est plus le petit enfant là qu'on accompagnait à l'école, comme je disais quand je voulais rire. Et Livresque est connu à travers le monde. Donc nous recevons des livres à travers un peu partout dans le monde, du Canada, de la France, d'Espagne, un peu partout, pour que les auteurs étrangers veulent la promotion en Algérie. Parce que l'Algérie, aujourd'hui, elle draine un lectorat. La littérature chez nous se porte bien, Dieu merci. Et notamment, on le constate lors des différents salons du livre chaque année, à chaque édition, bien sûr. Les auteurs sont très nombreux, les amis d'Algérie aussi sont très nombreux à venir faire la promotion, bien sûr, de leurs ouvrages et leurs talents surtout, hein, parce que c'est ça. Ah oui, la littérature. Aujourd'hui, par exemple, la sélection, il va y avoir des prix DIB, il va y avoir le prix Escale littéraire. On voit dans la sélection de ces romans qui sont parus entre fin 2017, début 2018, alors non seulement vous avez les talents, vous avez des talents, hein, même les primo-écrivains, ce sont des talentueux. Et vous avez des maisons d'édition aussi qui deviennent plus matures. Ils ne sont pas dans la crainte de disparaître, parce que c'était ça aussi. Le challenge, c'est ça, de pouvoir avoir suffisamment de maisons d'édition. Nous en avons de qualité 500, en plus. donc pratiquement sur tout le territoire, pratiquement. Là, je ne sais pas, peut-être le ministère de la Culture, il pourra vous le répondre, il pourra vous le dire, mais à mon sens, il y a beaucoup de maisons d'édition qui souffrent, mais qui sont là. Voilà, aujourd'hui, de jeunes maisons d'édition, et tenues notamment par des femmes très courageuses, qui veulent faire la promotion, bien sûr, de la culture algérienne à travers, bien sûr, l'écriture. Absolument. Et comme vous le savez, la littérature et le livre, à travers le monde déjà, on lit de moins en moins. Mais en Algérie, c'est curieux, il y a cette soif de notre culture, cette soif de la découverte des lettres, cette soif de la découverte des arts, et on lit, quoi. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que l'école suit avec la culture? Peut-être là aussi, il faut faire un travail. C'est tout un débat, et puis je crois que le travail est en train de se faire entre les deux ministères, parce que si on arrive à gagner les lecteurs à travers les écoliers, les lycéens, les collégiens et les universitaires, ça c'est le succès phénoménal. Et c'est là où les deux ministères sont en train de faire un travail qui n'est pas facile, parce que vu le programme des élèves est chargé, est surchargé, donc l'élève lit de moins en moins. Et là, la culture, ce qu'elle essaye de proposer à l'éducation nationale, c'est de proposer plusieurs livres à l'élève par année, voire par trimestre, voire par mois. Vous allez faire la promotion, bien sûr, de Mohamed Sari, d'ailleurs, lors de ce café littéraire. Alors là, vous allez organiser. Là, je voulais vous dire que c'est vrai que Livresque est partenaire avec l'OREF. Donc, vous avez l'Office Riyad El Feth, un endroit magnifique avec 2 musées, avec une vue magnifique, accès à toutes les personnes qui n'ont pas où stationner, on peut venir par métro, par téléphérique, et la vue est surprenante de Riyad El Feth. Donc Riyad El Feth, l'OREF, en partenariat avec le magazine Livresque, et puis donner un petit peu une dynamique à la librairie La Renaissance, nous avons opté pour un travail commun de partenaires, et depuis le 14 avril, donc à 2 jours à la veille de la journée du savoir, nous avons démarré un samedi sur 3. Après, nous avons eu les 2 soirées de jeudi. Pourquoi jeudi? Parce que c'est début de week-end ramadanesque. Nous avons invité beaucoup de monde. Et nous allons terminer le 30, donc le 30 juin. Samedi 30, nous allons avoir une rencontre avec Hamid Green, qu'on a perdu de vue pour ses fonctions au sommet de l'État, et l'ancien ministre de la Communication. À côté de cela, nous
nous allons avoir Sari, qui n'est plus à présenter. Exactement. C'est le traducteur de combien de grands écrivains, de Yasmina Khadra, d'Anwar Ben Malek, de Malika Moqaddam. Voilà. Absolument. Et lui-même... Pourquoi je l'ai cité quand vous parliez de l'école, lui qui a toujours encouragé justement la lecture chez les jeunes, et pourquoi pas donc proposer donc des grands auteurs algériens au niveau donc du programme du ministère de l'Éducation. Donc lui qui a toujours eu cette envie de Vous savez, Amel, il n'y a pas que la littérature classique. À la limite, je me permets un petit peu à chaque fois de dire cela. Vous avez la littérature contemporaine, hein, qui démarre à partir des années 2000 à 2018. Vous avez des primo-écrivains qui sont des talents. Oui. Vraiment, rien à envier à la classique. Qui est arrivée comme littérature d'urgence aussi. Dans les années 2000, oui. Et aujourd'hui, en 2018, c'est vrai, on la voit. Penser les consciences, arriver doucement mais sûrement, avec aussi parfois, vous avez de la satire, vous avez, je cite à l'exemple de Linda Schuiten, qui a fait Pauvres cheveux. Oui. Alors on a des personnages capillaires. Qu'on a reçu sur notre plateau, une personne très sympathique qui, elle, est enseignante d'ailleurs. Enseignante, elle est primo-écrivain aussi. Alors dans l'écriture, elle est jeune. Qui s'est lancée pour la première fois dans cet univers vraiment qu'on a du mal à s'imaginer avoir une réussite finalement. Absolument. Qui a capté les lecteurs à travers son histoire. Et ce que j'aime chez Linda Schuiten, alors l'originalité, la satire, le talent, l'humilité, la crainte, parce que vous savez, quand vous êtes écrivain avec la certitude, là c'est chaotique, mais avec Linda Schuiten, la personnalité de cet auteur, elle est dans la crainte, elle est dans les doutes, et c'est là le pari d'un écrivain. Un écrivain, quand il est noyé de doutes, c'est le grand challenge, comme elle était Assia Djebar, quand elle a écrit son premier roman, La Soif, ça a été beaucoup de doutes, ça a été beaucoup de crainte, en tout cas ces 3 romans, ça a été... Pourquoi je la cite? Parce qu'aujourd'hui aussi, 50 ans d'écriture, et au commencement de Heure du livre qu'on a lancé à Riyad el-Fath, au Cercle France Fanon, la première rencontre, ça a été hommage à elle, puisque la bibliothèque de Tipaza a été baptisée Assia Djebar, et là c'est le grand challenge aussi. Voilà. On remercie. Et encore une fois, qui nous fait revenir à Mohamed Sari, qui lui a consacré aussi une traduction, qui a traduit aussi. Je ne sais pas si c'est Mohamed Sari qui a traduit, ou alors quelqu'un qui... en tout cas, Mohamed Sari, ce qui est sûr, c'est qu'il a traduit Yasmina Khadra, Anwar Ben Malek, il a traduit aussi... voilà, il a traduit ces personnes, Malika Moqaddam aussi, qui a disparu de la scène littéraire, Assia Djebar, je ne sais pas s'il il a traduit, là on va le vérifier. Femme d'Alger, dans leur appartement. Ah bon, c'est lui qui a traduit? Alors là, j'ai pas l'information. Ben, on va lui demander, on lui demandera. Voilà, je lui demanderai samedi, donc, hein, voilà. Samedi. Alors, justement, ce samedi, au Cercle France Fanon, à 14h30, donc vous allez rendre hommage à ces 2 écrivains, et surtout, donc, amoureux des lettres, Hamid Grim, qui lui, vous disiez, on l'a perdu en tant qu'auteur, de par ses fonctions, donc, au sommet de l'État. Lui qui était très prolifique dans ses écritures, nous l'avions reçu plusieurs fois dans Bonjour d'Algérie. Et puis, c'est un écrivain aussi à succès. Il a fait, on se souvient de Café de Gide, on se souvient de La Nuit du Aîné, on se souvient de en tant que journaliste sportif aussi, il a fait un énorme parcours aussi à travers en tout cas, en tant qu'homme de la littérature, et puis la littérature publiée en Algérie, parce que plus tard, je crois qu'il a fait le Camus dans le Narguilé, et là, ça a été publié en France. Mais sinon, en tant qu'Algérien qui a publié aux éditions Alpha, plus tard aux éditions Casbah, je pense qu'il a un parcours parsemé de succès, et c'est là le challenge. C'est les écrivains qui émergent de l'Algérie. Vous parliez de satire, lui qui aussi raconte toujours avec beaucoup de plaisanterie quand il raconte certaines anecdotes à travers ses ouvrages. Absolument, il a un style... voilà, une fraîcheur dans l'écriture. Ce que je peux dire de l'écriture de Hamid Grim aussi... Sans tabou, surtout. D'abord, sans tabou, il y a l'élégance du ton. C'est un type élégant.
Il est élégant. Je ne parle pas de lui en tant que ministre, en tant qu'homme du pouvoir politique. Non, je ne parle pas du tout de cela. Parce que les gens... L'écriture, les gens confondent un petit peu la carrière des écrivains et puis ce qu'il apporte dans la littérature. Moi, je parle de sa création littéraire. C'est un immense talent. Avant qu'il soit ministre, je pense que c'était lui qui était en première ligne comme l'écrivain le plus lu. On n'a qu'à voir un petit peu, on n'a qu'à demander aux libraires pour voir un peu les ventes dédicaces, combien le public était là, combien les ventes dédicaces étaient vraiment plein de monde. Et voilà, par la force des choses, il devient ministre, il ne l'est plus aujourd'hui. Bien sûr, l'écriture en 2014 et il revient donc avec ce dernier ouvrage, Clandestine. Clandestine, il revient, il va signer, donc il va signer. Et puis la rencontre sera dédiée à son œuvre parce on l'a perdu de vue, donc il revient. Et là, je suis vraiment contente et ravie et même honorée de le recevoir en tant qu'auteur. À côté de cela, nous allons avoir aussi un débat avec Mohamed Sarri. Comme je vous ai dit, il écrit en langue arabe, en langue française, il a écrit beaucoup de romans. N'oubliez pas qu'il a eu aussi le prix des escales littéraires en 2016, Pluie d'or, où là, je suis membre du jury. Donc, je suis vraiment ravie qu'en 2016, le livre revenait à Mohamed Sarri, parce que vraiment c'est un talent aussi. Exact. Donc je tiens si on doit résumer Heure du livre au Cercle France Fanon, il y aura cette rencontre donc du 30 avec Hamid Green et Mohamed Sarri, et le 5 juillet, nous allons recevoir deux passionnés aussi, l'un de l'histoire et l'autre de la littérature. Nous allons recevoir Amin Zaoui, qui n'est plus à présenter. Exactement. Amin Zaoui aussi, qui vend très très bien. Aussi. Un talentueux, auteur, vraiment orateur. On a des personnalités dans la littérature algérienne élégantes, par le temps, par le talent, par l'engagement surtout. Par l'engagement et par ce qui émane de l'aura. Voilà, par l'aura, la karma, je ne sais pas ce que les Asiatiques diront, mais en tout cas, nous allons avoir donc le 30 à partir de 14h Hamid Green et Mohamed Sarri, et le 5 juillet, nous allons boucler Heure du livre avec voilà l'agenda de... Ça aura lieu donc au Cercle France Fanon à 14h30. À 14h30. Vous aurez l'occasion de retrouver bien sûr tous ces auteurs et surtout les amoureux des lettres, bien entendu. Et Nadia, ce prix qu'on a perdu aussi comme auteur, parce que avec tout cet engagement pour la revue et les rencontres littéraires, on n'entend plus parler de l'auteur que vous êtes aussi. Bientôt un prochain. Bientôt un essai. D'ailleurs, sur Assia Djabar, je suis en train de finaliser un essai. Normalement, qui doit sortir avec la rencontre avec le Scylla. Et puis, un roman. Là, j'ai mis mes tripes dans ce roman. D'accord. Eh bien, vous reviendrez nous le présenter. Avec plaisir, Amel. Je suis vraiment beaucoup, ravie. Nadia. Et donc, après le 5 juillet, nous allons être au repos et nous allons reprendre donc Heure du livre avec Le Rêve à la rentrée prochaine. Merci pour toutes ces nouvelles donc littéraires. Nadia, à bientôt. Merci, et bon courage pour samedi, cette rencontre littéraire. Et nous vous attendons, les amoureux des livres, on les attend. Parfait. Eh bien, on va continuer tout de suite notre programme. On aura l'occasion de retrouver d'autres invités. Je vous invite à retrouver ce reportage et on se retrouve juste après. Étudiants porteurs d'idées innovantes venus de 17 pays participeront au concours des solutions innovantes organisé en marge du sommet international des villes intelligentes. Ces étudiants seront jugés par une cinquantaine d'experts internationaux. Nous voulons démontrer qu'il y a des Algériens capables de relever les défis. Le jury, composé d'experts internationaux, a confiance en la technologie développée par ces jeunes étudiants. C'est réconfortant. Le but de ce sommet, c'est d'arrêter la dépendance envers l'étranger. Pourquoi nous cherchons des programmes étrangers alors que nous avons des compétences locales qui peuvent satisfaire la demande nationale? Les 3 premiers lauréats remporteront des prix financiers, à savoir 5 millions de dinars pour la première place, 2 millions de dinars pour la seconde place et 1 million de dinars pour le 3e gagnant. Le but étant d'encourager ces jeunes à créer leur start-up. Le concours des solutions innovantes qui aura lieu au niveau du jardin de Nia Park a l'impératif de donner la chance aux jeunes en vue de leur permettre de concrétiser leurs idées en matière de nouvelles technologies. Il leur permet également de partager leur expérience avec d'autres étudiants venus de l'étranger.
De retour sur le plateau, nous allons donc parler cette fois-ci d'autre chose, côté scientifique cette fois-ci. Après la littérature, on va ouvrir le volet scientifique avec surtout les chercheurs et bien entendu le volet agriculture. Avec nous, des spécialistes en la matière. Monsieur Belhaïd Bouhil, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour Vous êtes directeur de l'Institut national de la formation professionnelle spécialisée, bien sûr, en agriculture, du côté de Palestro. L'Akhdaria, voilà. Et avec nous, Rachid Chaibi, vous êtes ingénieur agronome, directeur des études, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et vous êtes à la tête, bien sûr, de cette belle institution et surtout qui aide les agriculteurs à comprendre aussi l'invasion donc des ravageurs et comment, bien sûr, et comment lutter contre ces ravageurs. Comment lutter contre ces ravageurs. Alors, c'est vrai qu'on a déjà fait un gros plan sur votre institut il y a quelques temps. Oui. Effectivement, c'est la deuxième fois qu'on est invité à l'émission Bonjour d'Algérie. Voilà. Donc la dernière fois, c'était sur la rentrée de la formation session septembre. Septembre, c'est ça. Septembre. Donc cette fois-ci sur un thème d'actualité aussi qui est d'une importance capitale, qui est la lutte biologique. La protection des végétaux de manière générale et la lutte biologique en particulier. C'est très important parce qu'à l'heure où on parle aujourd'hui, on parle énormément donc, de lutte biologique et surtout avec ces séquelles qu'il y a donc, dans la lutte chimique qui engendre d'énormes dégâts sur la santé humaine, sur la santé bien sûr des individus. On a eu malheureusement cette actualité qui nous a un petit peu bouleversé à travers bien sûr ces exportations qui sont revenues vers l'Algérie, qui étaient à forte dose. C'est dû à une mauvaise utilisation bien sûr des produits phytosanitaires et les pesticides. C'est ça. Absolument, oui. C'est ça. Alors aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des scandales, il y a des enquêtes qui se font sur l'utilisation de ces produits phytosanitaires qui sont très dangereux pour la santé humaine, sur leurs utilisateurs notamment, qui sont en contact direct. Par méconnaissance bien sûr des agriculteurs qui ne savent même pas comment utiliser ces produits. C'est ça. Et bien sûr en voulant augmenter le rendement, la production, et malheureusement on se rencontre avec des problèmes énormes de santé. De santé publique. Et bien sûr, il y a des ONG qui travaillent sur, bien sûr, cette recherche, sur les incidences sur la santé, sur les incidences sur les cultures. Parce que bon, c'est vrai qu'on fait avancer la science pour essayer donc, de détruire. Vous m'excusez, et surtout pour l'environnement aussi. Tout à fait. C'est un grand problème. Qui se pose actuellement dû à cette mauvaise utilisation des pesticides et des produits phytosanitaires. Voilà, sans oublier bien sûr le déséquilibre bien entendu de la faune et la flore, de l'écosystème en général. Et voilà, et la contamination des nappes phréatiques. Bon, c'est un sujet d'actualité parce que donc, tous les pays essaient donc de développer leur agriculture. Donc ils ont la problématique de produire de manière à satisfaire, donc produire plus, à satisfaire la demande, à rendre le produit agricole accessible aux consommateurs. Mais aussi, il y a des obligations environnementales. Donc, il faut préserver l'environnement, il faut préserver aussi la santé publique. Donc, c'est une problématique. Alors, produire beaucoup, ça nécessite une lutte contre les ravageurs de culture, les mauvaises herbes. Donc, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a un développement des luttes phytosanitaires, surtout la lutte chimique. Mais ces derniers temps, donc, il y a une sonnette d'alarme qui a été tirée sur les effets néfastes de la lutte chimique. Donc, on ne peut pas s'en passer actuellement de la lutte chimique. La lutte chimique, on ne peut pas s'en passer, mais on doit réduire ces effets. Ça fait partie d'un système économique aujourd'hui. On doit réduire ces effets néfastes. Donc, pour nous, donc je vais laisser le côté technique à l'agronome d'intervenir, mais pour nous, en tant que secteur de la formation professionnelle, notre mission est quoi? Donc, c'est d'accompagner les agriculteurs dans le développement de ce secteur névralgique. Donc, notre mission, c'est de former une main-d'œuvre qualifiée qui va produire mieux et un produit sain dans la préservation de l'environnement. Bien sûr, bien utiliser ces produits phytosanitaires, malheureusement, donc on ne peut pas s'en passer, et travailler surtout avec une approche scientifique. Voilà, une approche scientifique, bien entendu, et la vulgarisation, la bonne vulgarisation de ces produits. Justement, j'ai voulu enclencher sur ça. Donc, pour nous, au niveau de l'Institut national de l'Akhdaria, qui est dédié au métier d'agriculture, donc nous formons dans les formations initiales
dans des spécialités qui ont trait directement à ce sujet. C'est ce qu'on appelle les TS en protection des végétaux. Donc, c'est des gens qui seront appelés demain dans les exploitations agricoles, donc à orienter, à avoir une politique de protection de manière donc, professionnelle. Et en même temps, actuellement, nous avons des agriculteurs qui sont sur le terrain. On ne va pas leur demander d'abandonner l'activité parce qu'ils ne sont pas formés. Donc, on doit les accompagner. Et là, nous avons des conventions de formation avec la Chambre d'agriculture de Bouera pour les formations sur des thématiques bien précises. Tout à fait. Donc, eh bien, on va voir, puisque plusieurs tentatives ont été aussi menées. Il y a beaucoup de scientifiques et des chercheurs, des ingénieurs agronomes qui ont travaillé sur ça. Ça a été, bien sûr, le thème de leur thèse et qui, aujourd'hui, appliquent cela sur le terrain, avec bien sûr des spécialistes. Il y a bien sûr l'INRA qui travaille sur cela. Donc il y a eu des lâchers dernièrement de coccinelles sur le terrain. Et puis aussi du côté de Tizi Ouzou, il y a eu une opération qui a été menée. Donc notre journaliste Samia Bouarour était sur le terrain. Et bien elle nous rapporte ces images et cette observation. Très bien. Apporte beaucoup à notre écosystème. Elle est considérée comme prédateur de luxe contre les ravageurs. Ici, à la station régionale de la protection des végétaux de la commune de Dreb Ben Khedda, on procède à son élevage pour assurer une lutte biologique. C'est la lutte biologique. C'est une alternative, c'est une bonne alternative qui permet de réduire, c'est-à-dire l'utilisation des pesticides qui nuisent aux consommateurs et à l'environnement. Il faut savoir qu'il existe environ 600 espèces de coccinelles. La plus efficace, la coccinelle à 7 points. La multiplication de ce prédateur, donc, il est effectué donc, à l'intérieur de ces cages qui sont en plexiglas, sur un support végétal qui sont des plants de fèves infestés de pucerons. La coccinelle, elle peut se nourrir jusqu'à 150 à 200 individus de pucerons par jour. Et tous les stades de développement de ce prédateur se nourrissent des pucerons. L'élevage de la coccinelle passe par plusieurs étapes et des conditions contrôlées pour arriver à environ 400 individus par mois. La température elle est à 24 degrés, l'humidité entre 60 à 70 degrés. Donc les adultes dans la cage s'accouplent. Après l'accouplement, la femelle elle va pondre les œufs, elle se met sur les parois de la cage ou bien sur le végétal directement pour pondre les œufs. On s'est dirigé vers la ferme pilote de Dreb Ben Khedda où les membres de l'école Auchan ont organisé une rencontre avec les agriculteurs autour des bienfaits de la coccinelle et de la lutte biologique. La coccinelle, dans le temps, elle existait, mais avec l'utilisation des produits phytosanitaires, elle a attiré son élimination. اليوم جينا مع المدرسة جينا وجاب باش يوريونا باش نقضيو على البيسرون هذا عطاونا الحشرة هذه النافعة يقولوا لها دعشوقها باش نقضيو على البيسرون هذا كيف نسميوه احنا بالدرجات كيف الفلاحين يقولوا له البوستاف. Le moment attendu arrive, le lâcher de centaines de coccinelles dans ce champ d'agrumes pour laisser la nature faire. On sait tous que cette coccinelle elle a disparu dans la nature, donc elle est devenue une denrée rare si vous voulez. Donc notre objectif c'est de la réintégrer de nouveau dans la nature, dans son milieu naturel. Il est nécessaire aujourd'hui d'adopter ces moyens biologiques pour préserver notre environnement et notre santé en minimisant l'utilisation des pesticides. Voilà, c'est tellement beau de voir, bien sûr, nos champs et surtout ces cultures qui sont protégées et surtout sans lutte chimique, avec une lutte biologique. Mais il faudrait bien sûr que les alentours n'utilisent pas, bien sûr, de produits chimiques. Parce que, bien sûr, ce sont des insectes qui volent, qui se déplacent, etc. C'est pour les préserver, bien sûr, parce qu'on a des auxiliaires qui sont naturels, qui existent déjà dans la nature. Voilà. Donc, pour les préserver, il faut savoir comment utiliser beaucoup plus les produits chimiques. Voilà. Chaque individu a son propre ravageur. Voilà. Donc la nature est très bien faite. Elle est très bien réglée. Et très équilibrée. Et très équilibrée. Donc la lutte biologique, c'est une méthode qui est très importante. Donc pour cela, moi, à mon avis, on doit encourager les gens
surtout créer des entreprises comme ça pour faire des lâchers, comme par exemple ce qu'on vient de voir. Là, on voit, regardez, c'est impressionnant le nombre de pucerons qu'il y a, et la coccinelle va venir se nourrir de ces pucerons, tout à fait naturellement. Donc, pour vous faire savoir, la coccinelle peut dévorer jusqu'à 150 à 300 pucerons par jour. Voilà. Donc, c'est vraiment un auxiliaire qui est très important pour réguler un petit peu notre production et éviter les attaques des pucerons qui font ravage sur les nouvelles pousses. Alors ça, vous voyez, les pucerons, ils sont tout petits en vert et la coccinelle est là. Ça, c'est donc la lutte biologique aussi, c'est des larves de mouches blanches, la leurode, et tout ce qui est en noir, ça a été donc contaminé. Contaminé, voilà. Donc c'est un insecte aussi, une mouche qui va pondre dans les larves de l'insecte et qui va bien sûr éviter le développement des larves. Voilà. Ce sont donc des exemples. Donc le principe de la lutte biologique, donc nous avons la culture, nous avons les ravageurs et nous avons les auxiliaires adéquats pour réduire ces ravageurs nuisibles aux cultures. La différence entre la lutte chimique et la lutte biologique, donc la lutte biologique n'a pas comme objectif d'éliminer tous les ravageurs, mais c'est de réduire des proportions. C'est minimiser beaucoup plus la survie. Un seuil tolérable. Tout à fait. Un seuil nuisible. Sans incidence. De nuisibilité. Donc un seuil de nuisibilité. Sans aucune incidence sur la santé humaine. Sans incidence sur la santé humaine, avec un respect de l'environnement. C'est parce que la lutte phytosanitaire qui utilise donc la lutte chimique, il y a des effets sur l'air, donc il y a le truc. D'abord sur l'eau, le truc, la nappe phréatique, les eaux de surface. Il y a aussi des risques sur celui qui utilise le produit donc par inhalation, allergie, par inhalation, bien sûr. Il y a aussi les résidus des pesticides et des herbicides sur les aliments donc, que nous consommons. Donc tout ça, c'est des effets. Mais aussi la lutte biologique actuellement, au stade où nous en sommes, actuellement en Algérie, on ne peut pas répondre à tout. Donc, bien sûr. Il faut développer, il faudrait que les entreprises puissent travailler sur cela, faire l'élevage, faire de l'élevage. Le développement de l'agriculture, c'est l'affaire de tous. Donc c'est du ministère de l'Agriculture, c'est l'affaire de la formation pour préparer de qualifiés, c'est l'affaire des universités pour former des chercheurs, c'est l'affaire du ministère du Commerce pour développer ce secteur, pour imposer des normes de commercialisation, c'est l'affaire aussi de l'industrie agroalimentaire. Donc c'est tous les acteurs qui doivent intervenir pour conjuguer leurs efforts. C'est la conjugaison d'efforts, comme il a dit mon ami. Donc, actuellement, il y a récemment les assises de l'agriculture. Donc, il y a beaucoup de recommandations qui ont été faites. Il y a des ateliers qui sont créés au plus haut niveau et qui sont chargés aussi d'étudier tous les points en relation avec l'agriculture. Parce que nous avons un défi de diversifier notre économie, nous avons un défi d'assurer notre sécurité alimentaire et nous avons aussi un défi de respecter les engagements de notre État sur les conventions internationales de la protection de l'environnement. Voilà, bien qu'il y a des exemples à l'international d'agriculture intensive où malheureusement ils ont utilisé à forte concentration donc les produits phytosanitaires pour avoir bien sûr un rendement élevé, très élevé, qui a peut-être pour répondre bien sûr à un besoin croissant de la population. Qui a fait aussi d'autres déséquilibres sur l'écosystème, accru bien sûr. Et on le voit, on le voit actuellement, on s'aperçoit qu'il y a des espèces qui sont disparues de notre environnement. Il y a des oiseaux qu'on ne les voit plus. Les abeilles qu'on ne les voit plus. À travers le monde, voilà. Il y a une sonnette, la sonnette d'alarme bien pour ces abeilles. Et qu'il faut un travail très important, c'est la pollinisation. Surtout quand on sait leur rôle dans la pollinisation. Donc, quand on utilise la lutte chimique et qu'on nuit aux abeilles, on nuit alors. Et parce que les abeilles butinent les fleurs qui auraient été arrosées par ces produits phytosanitaires. Absolument. Ça peut aussi donc les tuer. En tout cas, merci beaucoup. Ce chapitre est très important. Ça, c'est un piège à faire au monde. C'est un piège à faire au monde. Voilà. C'est pour justement aussi une autre forme de lutte biologique. C'est une lutte biologique parce qu'il attire par l'odeur les mâles qui diminuent leur sévérité dans les champs. Tout à fait. Merci. C'est très enrichissant toutes ces informations. Donc à notre niveau, nous avons saisi certaines occasions. Par exemple, la journée du consommateur, on a organisé une conférence
qui a été justement animé par M. Cheibi et notre enseignante en produits phytosanitaires sur l'impact des produits phytosanitaires sur la santé du consommateur. Nous avons aussi, avec la DSA, organisé des colloques sur l'utilisation optimale des herbicides et des pesticides. Nous avons sensibilisé les distributeurs des produits phytosanitaires pour prendre des apprentis en protection des végétaux. Nous allons les former donc, dans le mode apprentissage avec ces opérateurs économiques qui distribuent ces produits. Donc, il va avoir une formation de pratique sur le terrain. Il est en contact avec les agriculteurs. Il pose leurs problèmes, des problèmes rencontrés et il a acquis une formation. Et les problèmes de dosage surtout, très important. Merci beaucoup, messieurs. C'est un sujet très intéressant, mais on a encore d'autres invités. On aura l'occasion peut-être de se revoir une autre fois. Voilà. Merci de nous avoir invités. Merci à vous. Merci. Et on continue cette fois-ci, on vous emmène du côté de Boumerdès pour voir un petit peu le tourisme de ce côté-là et les infrastructures touristiques. C'est un reportage signé Manel Boutouaba. Sur la relance du tourisme, avec des millions de visiteurs chaque année, la wilaya de Boumerdès s'est longtemps préparée pour être au rendez-vous de cette saison estivale 2018. Cette région, aux 127 km de côte, a mis tous ses atouts en avant. Un budget conséquent a été alloué aux communes pour financer les travaux d'aménagement, de maintenance et de nettoyage des 47 plages ouvertes à la baignade. Cette année, 30 millions de dinars ont été octroyés aux communes côtières notamment, qui sont au nombre de 10, en plus des budgets alloués aux communes. La nouveauté cette année est l'ouverture de 2 plages. L'année passée, nous avions ouvert 9 nouvelles plages. Nous avons donc, entre l'année passée et cette année, 11 plages supplémentaires. La caravane lancée par le ministère du Tourisme était sur place hier. Elle sillonnera durant cet été 14 wilayas côtières. Objectif, promouvoir la destination Algérie et le tourisme local. Aujourd'hui, nous sommes à Boumerdès. Ensuite, nous nous installerons à Tizi Ouzou, à Bdjaya, Jijel, passant par Annaba et Taref. Je suis journaliste photographe. Dans le cadre de cette caravane, je suis venu à Boumerdès aujourd'hui pour faire une couverture et prendre en photo les plus belles zones touristiques. C'est une très belle région. Les autorités locales rappellent que cette année, les plages sont gratuites. Il est prévu également l'augmentation des capacités d'accueil. Un concours Top Summer de la commune la plus propre et la plus accueillante a même été lancé par le Wali avec 1 milliard de centimes à la clé. Voilà, nous avons tellement de belles plages à préserver absolument. Eh bien, nous allons parler justement de ces plages et surtout l'avènement bien sûr de la saison estivale et bien entendu ce travail de bénévolat et de volontariat qui s'exerce tout au long des années passées et cette année encore une fois ça continue bien entendu avec cette opération des éboueurs de la mer. Et bien pour nous en parler, nous avons monsieur Djamel Sanhadri qui est avec nous. Bonjour Djamel. Bonjour Amel. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors vous êtes le sous-directeur de la production Radio Chaîne 3, vous êtes avec nous pour remplacer un peu les animateurs aussi. Oui, alors qui vont prendre part à cette opération. Tout à fait. Alors j'avais invité notre ami Mahdi à venir assister à ce plateau et vous Samira Chouadria qui aussi a fait la promotion d'une fort belle manière. Tout à fait, la bande-annonce, vous avez dû l'écouter, elle est excellente, effectivement. Excellent. Et bon, alors Mahdi s'excuse, il avait un certain nombre de choses à accomplir. Et donc il m'a délégué, il m'a dit Djamel, tu y vas, ok, pas de problème. Djamel, donc vous êtes toujours à chaque fois partie prenante pour cette opération chaque année. Donc encore une fois une belle édition qui se prépare. Qui se prépare, elle est fin prête. Elle est fin prête à travers les 14 wilayas côtières du pays. Et donc, alors à Alger, comme d'habitude, c'est devenu une tradition, même si on l'a faite ailleurs, mais là c'est Tamenfoust, d'accord, comme chaque année, pour de multiples raisons, puisqu'on a un club partenaire, le club Récif, que dirige Hamid Belkacem, notre confrère d'ailleurs, journaliste de la chaîne 3. On a toujours plaisir à recevoir aussi sur notre plateau pour parler d'environnement. Il se trouve que Récif cette année est pris par un certain nombre d'obligations internationales, comme le concours de plongée qui se déroule en Tunisie, mais nous restons à Tamenfoust quand même, non pas dans le club Récif, mais à Tamenfoust. Et bon, Hamid Belkacem, d'une manière ou d'une autre, est toujours là en donnant un coup de main avec ses contacts et tout. Alors sinon, sur tout le restant de la côte algérienne, donc de la wilaya de Tlemcen à Taref, nous sommes présents à travers notre formidable réseau de radio régionale. D'accord, c'est vraiment un moyen puissant de communication, de relais, d'information, de communication, de mobilisation citoyenne également. Donc voilà, nous sommes
prenez le cas de Mossaganem, c'est la plage Clovis, à Ben Abdelmalek Ramdan, Annaba, c'est Fellah Rachid, Tlemcen, Marcel Ben Mehdi, les Andalouses à Oran, Tigzirt à Tizi Ouzou qui sera également mobilisé, et j'en passe et des meilleurs comme Skikda, la plage bikini qui est très connue, Estora également. Voilà, en fait, on sera présent sur toutes ces plages magnifiques que nous avons. Alors qu'il faut absolument nettoyer, préserver, et quand on voit les scientifiques et les plongeurs notamment qui nous racontent et nous ramènent d'énormes photos, des photos incroyables, des déchets de la mer et des déchets que rapporte la mer, c'est incroyable. Et surtout les déchets plastiques qui sont très dangereux et difficilement dégradables. Actuellement, c'est vraiment la plaie, c'est les plastiques. Les plastiques, vous savez, lorsqu'un poisson rencontre un plastique, ingère ces plastiques-là, ça donne des choses vraiment très néfastes pour l'environnement. Et c'est vraiment la plaie du siècle, les plastiques dans la nature. Alors, cette fois-ci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure hors caméra, l'opération a débuté un peu tardivement cette année. D'habitude, on était donc au mois de mai. On peut le voir comme ça, tardivement. Mais en fait, vous savez, je peux vous dire qu'il n'y a pas de bonne période. Bon, c'est vrai que la tradition ancestrale qui est algérienne et même maghrébine, même au-delà, c'est à chaque saison, on accueille une saison par un grand nettoyage, que ce soit dans nos foyers, nos maisons, ou alors au niveau du pays d'une manière générale. C'est ce qui se fait, c'est toujours fait. Et alors, il se trouve que ces dernières saisons, le Ramadan est venu petitement, tout doucement, tous les 10 jours, s'éloigner de l'été, approcher du printemps. Et donc ça nous a causé quelques décalages. Mais on s'y adapte le plus normalement du monde. Les messages peuvent être adaptés. Par exemple, vu que nous sommes déjà à la veille du 1er juillet, je pense qu'après le bac, là, les gens, les estivants se lanceront ce week-end pleinement. Et en force. Du coup, parce qu'il fait chaud en plus, le mercure aujourd'hui. Et c'est façon de dire également donc aux estivants qui seront sur place, écoutez, vous y êtes déjà, participez, rejoignez-nous. Et allons-y, nettoyons le lieu dans lequel nous passons de bons moments. Exactement. Alors l'opération va commencer donc ce samedi 30, à partir de 9h. Alors 9h, déjà on réunit un peu tout le monde. À l'antenne, c'est 10h tapante, d'accord. L'émission en direct sera sur la chaîne 3 et également sur le réseau de radio régional. J'ajouterai simplement que ce samedi, c'est vrai que c'est l'opération Les éboueurs de la mer. Mais il ne faut pas oublier que les efforts sont multiples et variés. Vous savez, par exemple, demain, vendredi, il y a une large opération, une campagne de nettoyage lancée d'ailleurs par le ministère de l'Intérieur, qui touchera toutes les régions du pays, nord, vendredi, sud, est, samedi, c'est vrai. Vendredi, samedi. Le ministère de l'Intérieur, bien sûr, avec la wilaya d'Alger et plusieurs wilayas qui ont pris tout le territoire donc cette opération, c'est les espaces publics, les plages, du petit village à la grande ville, de la place publique au petit quartier. Et voilà, vous savez, c'est comme ça qu'on accueille une nouvelle saison. C'est notre tradition et puis ça permettra surtout d'éliminer les foyers d'insectes. Désherber, foyers d'incendie aussi. D'incendie également, même les forêts sont concernées. Voilà, donc tout cela, ce sont des efforts conjugués à l'échelle nationale, parfois ponctuels par une institution ou une autre, à l'échelle plus globale lorsque les ministères se mettent la main dans la main, comme d'habitude, à lancer ces opérations-là. Voilà, donc alors, ils seront armés de pelles, de pelles et de gants, comme de chapeaux, de casquettes. Voilà. Des sacs poubelles pour pouvoir donc ramasser tout cela. Et l'organisation au niveau local, elle est... Vous savez, c'est vrai que nous pilotons en tant que chaîne 3 l'opération Les éboueurs de la mer, mais les radios locales ont toute la latitude de s'organiser comme elles le souhaitent. C'est une sorte de décentralisation. Il y aura bien sûr vos journalistes sur le terrain. Nos correspondants permanents, nos journalistes, les journalistes des radios locales qui nous feront leur compte rendu. Et au niveau local, ils se sont organisés comme ces radios le souhaitaient, avec les autorités locales, bien sûr, les wilayas, les directions d'environnement, du tourisme, le mouvement associatif local, ainsi que les scouts musulmans algériens, d'ailleurs, qui est un grand partenaire dans la mobilisation de la jeunesse. Et c'est avec cela que vous allez aussi enclencher la saison estivale avec le programme de la radio? Tout à fait. Alors la saison estivale, effectivement, dimanche dernier, nous avons lancé les prémices officielles de la saison estivale et qui entrera de plein pied donc dès dimanche avec les émissions. Pour la plupart, donc c'était des dernières d'émissions, etc. cette semaine. Oui, cette semaine, on a entendu les dernières d'un certain nombre d'émissions qui vont dire bye bye à leurs auditeurs. Peut-être reprendre à la rentrée. Et à la rentrée, bien évidemment. Et déjà, donc dimanche, en direct des plages, retour de plage, les émissions musicales. Voilà, tout un programme qui accompagnera les estivants dans la bonne humeur, dans la détente, la musique.
Très bien. Et puis, bien sûr, le secteur, le vecteur information reste présent le plus normalement du monde, ce qui est parfait. Dans la normalité. En tout cas, merci beaucoup pour votre visite sur notre plateau et surtout, je sais que vous avez beaucoup de choses à faire au niveau de la radio. Les dernières retouches là, justement, pour samedi prochain, pour samedi, exactement. pour les éboueurs. Bonne chance pour cette opération, également. les éboueurs de la mer. On vous suivra, nous aussi, à travers cette opération. Ça sera donc filmé pour montrer un petit peu l'engagement du citoyen envers, bien sûr, notre belle nature. Ne restez pas à Tamanfous, allez à l'intérieur du pays. Voilà, et notamment pour la préservation donc, de notre environnement. Merci Djamel Samhadri. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes le sous-directeur de la production de Radio Chaîne 3. Bonne chance pour la saison estivale. Merci également à vous. Merci et à très bientôt. On se retrouve bien sûr juste après cela et on aura l'occasion de retrouver notre dernier invité. De retour sur le plateau, là tout de suite nous allons continuer à parler des plages, mais de toute une autre façon, à travers aussi le travail d'un réalisateur algérien. Bonjour Fethi Daoudi Douaili. Bonjour Amal. Bonjour, bienvenue. Merci pour cette invitation. Là, c'est le mieux que vous venez de l'ouest, vous. D'Oran. D'Oran, oui. D'Oran. Les belles plages d'Oran également. Oui. Les belles plages de toute l'Algérie, hein. Beaucoup de plages en Algérie. Tout à fait. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, justement, c'est cette belle nature, c'est donc la mer. La mer. Qui aujourd'hui vraiment est un moyen de transport pour beaucoup, mais malheureusement, beaucoup de haraga utilisent donc cette mer pour se déplacer dans des peut-être barques de fortune comme ça, et qui prennent des risques. Oui. Alors, vous avez décidé justement de vous intéresser à ce sujet-là, vous qui avez traité un petit peu différents sujets à travers votre troupe, votre travail. Oui. De réalisateur, mais aussi, donc vous êtes aussi ce qu'on vous appelle Hamid Gouel. Wahid Gouel. Wahid Gouel, pardon. Je suis auteur, compositeur et interprète. Oui. C'est moi qui interprète les chansons avec ma troupe, le Madrasa. Voilà, la troupe, le Madrasa, vous avez touché un petit peu à différents thèmes, différents sujets. Sujet social. Oui, sujet social. La cherté de la vie, par exemple. Oui, avec le batata ou le marchiyat. C'est quand les gens partent au marché et l'inflation des prix qui un peu les touche. C'est toujours donc des sujets d'actualité que vous essayez donc de traiter à travers donc des thèmes comme ça. Des thèmes, oui, parce que nous on était un peu jeunes et il y avait la sortie un peu brusque de la chanson rail à Oran et on ne pouvait pas chanter ça. On avait choisi le genre Rewan qui disait Mahmouni ghir jali la da'ou, l'hiyurti la rabou, kulla ibni dar, mahoulouni ghir sabyan mardouja. On était jeunes et on était un peu rebelles. On avait choisi cette école et après j'ai pas resté dans ma gâte taqlid, comment dire, j'ai fait mon style et c'est un style algérien. Et aujourd'hui avec vos différents produits, est-ce que c'est visible à travers bien sûr les réseaux sociaux ou est-ce que vous essayez de les montrer un peu plus au grand public? Oui, c'est ce que moi, c'est-à-dire mon bénéfice, c'est que mon travail soit vu par tout le public. C'est pour ça que je viens d'Oran à Alger avec mes propres moyens. Je travaille avec mes propres moyens. Je remercie mes élèves qui travaillent avec moi. Et je suis un artiste engagé. Je ne peux pas attendre qu'on me paye pour travailler. Et cette fois-ci, vous avez traité donc de l'harga. L'harga, oui. C'est une chanson que j'ai écrite, ça fait 2 ans,
Après, j'ai arrêté, j'ai fait l'opérette Le Bled. Et là, je l'ai repris parce que le fléau, il a explosé. Et je peux vous dire que quand j'ai tourné le clip, je suis rentré dans le réseau des Harraga qui m'ont prêté le beauté et tout pour filmer. Et là, j'ai une information qu'après l'Aïd, il y a un nouveau genre de voyageurs Harraga, c'est le Harraga VIP. D'accord. Oui, c'est qui partent à 350 000 dinars. Et c'est sur un petit glisseur de 3 ou 4 personnes, c'est tout. Seulement. Et ils ont 3 heures pour arriver. Waouh. Ouais. Et donc aujourd'hui, avec cette prise de risque, donc ce sont donc des jeunes qui partent toujours pour retrouver peut-être l'Eldorado, qui croient encore à l'Eldorado ailleurs. Oui. C'est ce qu'il y a dans le scénario que j'ai écrit pour mon clip, parce c'est une première, il y a un petit court-métrage de 6 minutes. Après, il y a le clip, la comédie musicale. C'est 3 Algériens, des jeunes qui sont tentés par la Harga. Il y a le premier, c'est un jeune, un beau gosse et tout. Et pour lui, c'était, comme vous dites, l'Eldorado. Et il est parti, il se retrouve avec une dame qui a l'âge de sa mère. Et il est tout le temps dans des bars. Après, quand elle le renvoie, c'est-à-dire il vient à la maison, elle le renvoie, il se dispute, il se retrouve dans la rue. Et il avait laissé une jeune intellectuelle algérienne qui devait se marier avec elle. Il a abandonné, il est parti. Le deuxième, il est mort. Et le troisième qui s'est désisté, c'est à travers que je fais moi le drouish dans une cité qui dit ما بقاتش لهاد داري في البلاد ونديروا التاويل نحمل اللي في بلادي ولا دلع ديالي ainsi de suite. On va voir un extrait bien sûr de ce clip et surtout cette vidéo. Regardez. ما بقاتش الهدة غير في البلاد ونديرو التاويل نحمل ياللي في بلادي ولا دلع ديالي اللي بغى يشيع في الفوط بالاسلام والعرب بيخوف يردك تيروريست يسميك لاراكاي يجيب لك لابوليس ويبقى يبهدل فيك عمك لوبان راه يخطط ولا حكم ياك يبدا يضرر يا وين متلعني عشينا دلالي يا وين مهججني. On voit, la musique est entraînante, mais les paroles aussi sont très donc réalistes, avec beaucoup de conseils que vous donnez à travers ce clip et cette chanson, les paroles. Oui, c'est des paroles qu'on vit actuellement, hein, parce que chaque fois qu'il y a un truc en Europe, c'est comme je dis, l'islam ou l'arabe, c'est des types qui veulent gagner aux élections et tout, ils sortent des trucs pour dire que c'est tel. Les Algériens ou les Maghrébins qui font ça, c'est des terroristes et tout. Alors qu'il y a des industriels qui partent en Europe, il y a des étudiants, il y a des touristes. Il ne faut pas mélanger tout le monde. Voilà, il ne faut pas tout mélanger, bien entendu. Et alors, les jeunes, ils croient qu'ils vont partir. C'est une moralisation peut-être, ou c'est des conseils que vous donnez, vous offrez? C'est en fait votre façon de travailler. C'est ma façon de travailler. Ça a toujours été le cas? Oui, moi je travaille comme ça. Je ne peux pas chanter n'importe quoi. Et alors, on a vu la troupe entière. Alors là, dans le clip, vous choisissez à chaque fois une scène. Là, c'était au port. C'était au port. Au port d'Oran, ça a été très difficile. On avait l'autorisation. Mais le jour J du tournage, il y avait un beauté qu'on appelle d'une famille. Il y avait 2 petites filles. Et ils allaient partir? Ils sont partis et il y a une fille qui est morte. Wow, alors on m'avait fait comprendre. Et là, sur place, est-ce que vous donniez justement ils vous donnaient des explications? Vous essayez de les dissuader? Est-ce qu'ils sont tous prêts à partir quand même? Oui. Je ne sais pas, moi, ils sont aveugles. Et ils ont l'oreille bouchée aussi. Quand ils veulent partir, il y a beaucoup qui se désistent. Moi, je connais un jeune, parce que je discutais avec eux et tout. C'est à travers ça qu'on écrit mieux. Il est parti dans un beauté. Il avait 17 ans. Ils sont partis, et comme je suis devenu un peu expert en la matière, c'est-à-dire il y a la rive, notre rive, et il y a la rive espagnole. Et quand ils partent, la mer elle est calme, c'est bon, mais eux ils connaissent qu'après ils peuvent trouver la mer agitée de l'autre côté. Ils sont revenus.
Et quand ils sont revenus, lui, il pleurait et tout. Il n'a jamais eu l'idée de repartir. Voilà. Parce qu'il a goûté à ça. Il a pris justement il a eu un échantillon. Il a compris risqué, justement tous ces risques et ces pertes en vie humaine, malheureusement, comme ça, gâchées bêtement à travers, bien sûr, cet engagement et cette décision qu'ils ont prise. Alors, vous allez, j'espère, en tout cas, faire la promotion à travers les réseaux sociaux de ce produit. Bien sûr, les télévisions, les réseaux sociaux. Et qui va dissuader peut-être d'autres jeunes de partir. Mon but, c'est que et de prendre ce risque-là. Et je peux vous dire un petit secret. Nous, quand on tournait sur le beauté, je voulais voir les vagues de l'hélice pour les filmer, pour que ça marche avec la musique. Et j'ai eu vraiment peur. C'était très rapide. J'ai dit au type, tu peux pas diminuer. Il m'a dit, mais c'est ça la vitesse. Et je lui dis, comment ils font pour ne pas avoir peur? Ah ben, il y a beaucoup qui prennent des cachets, des psychotropes pour ne pas avoir peur quand ils partent. Voilà, c'est beaucoup de risques en tout cas. Merci beaucoup d'être venu sur votre plateau. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle donc Fethi Douaidi, merci beaucoup d'être venu encore une fois. Bonne chance pour votre travail. Merci à Canal Algérie. Inch'Allah, à travers ce clip vidéo, il y aura beaucoup qui vont être dissuadés. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci, voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. On se retrouvera donc demain 9h, 10h30 avec Mahrez Rabia, ici même, à cette même place. Quant à moi, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Donc avec bien sûr toute l'équipe qui nous a accompagnés. Merci.